Bonjour à tous. Je remercie tout à fait chaleureusement Annick Fenet et Natacha Lubchansky pour cette invitation à venir parler déjà dans cette école où je n'ai pas parlé depuis très longtemps, donc ça me fait particulièrement plaisir. Et en particulier à venir parler du musée des moulages, nouvelle mouture pourrait-on dire, qu'on appelle aujourd'hui le MUMO de Lyon, dans le cadre de leur atelier de recherche sur les copies didactiques. C'est donc l'occasion pour moi de présenter le MUMO qui est rouvert au public depuis 2019 dans des lieux profondément remaniés et restaurés, comme vous le voyez déjà sur cette photographie, et de présenter aussi le travail d'une équipe dont la gouvernance est relativement originale dans le paysage des gypsothèques universitaires aujourd'hui. En effet, depuis 2017, ce musée des moulages est sous la responsabilité de Sarah Bettit, attachée de conservation, et elle est assistée dans son travail par Anne-Laure Sounac, régisseuse des œuvres. Nous sommes également environnés par toute une équipe de médiateurs et d'appui au fonctionnement qui témoignent en tout cas du soutien que nous apporte l'Université Lyon 2 dans notre entreprise et qui est extrêmement important pour faire fructifier ces collections universitaires. C'est aussi pour moi l'occasion de réfléchir ensemble à la fois sur l'héritage scientifique, pédagogique et patrimonial que représentent ces musées tout à fait particuliers et sur les manières dont on peut aujourd'hui réactiver leur rôle de diffusion du savoir archéologique et artistique. Donc, dans un premier moment, je crois cependant utile de refaire un historique du musée des moulages pour cerner ses caractéristiques par rapport aux autres musées français et mesurer son inscription dans le contexte de développement des gypsothèques universitaires à la fin du XIXe siècle. Et dans un deuxième moment, je montrerai comment les réseaux établis en France à partir de l'École française d'Athènes ont permis au musée d'être à la pointe de la diffusion des recherches archéologiques en cours, en particulier à Delphes et à Délos. Alors avant de rentrer cependant dans le vif du sujet, j'aimerais aussi rappeler que le renouveau des musées de moulage et des réflexions scientifiques qui les accompagnent s'appuie sur le travail fondamental et précurseur de Soline Morinière, qui est actuellement responsable des fonds d'archives privés, de la collection d'art graphique et des collections du 19e et du 20e siècle au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Elle a fait dans son travail de thèse un travail qui est actuellement en cours de publication sur les laboratoires que constituent les musées de moulage universitaires. Et ce travail essentiel s'est construit dans l'analyse conjointe des collections et des archives qui documentent la politique d'acquisition de ces musées, les réseaux professionnels et amicaux qui ont contribué à leur éclosion et à leur développement, mais également les choix pédagogiques qui ont été faits par les enseignants dans les achats qu'ils ont pu faire pour leur collection. Donc nous lui sommes évidemment redevables et évidemment aussi un grand nombre d'informations que je partagerai avec vous ont été mises en évidence par son travail. Alors, dans un premier temps, je vous mets ici quelques dates, quelques jalons chronologiques dans l'histoire du musée des moulages de Lyon, avec d'abord une première fiche synthétique consacrée véritablement à la période de naissance, de développement et d'apogée de ce musée. Cette période est établie à la toute fin du XIXe siècle, grosso modo à partir de 1893, date des premiers achats qui sont faits pour cette collection, et s'établissent jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Période d'expansion et d'achat, accompagnée aussi par l'élaboration matérielle du musée qui n'est pas tout de suite dans les lieux qu'il a connus au début du XXe siècle. Donc, les premières réflexions sur la constitution d'une collection de moulage se développent en 1884, après la création de la chaire d'archéologie en 1876, et surtout à partir de l'arrivée à la tête de cette chaire de Gustave Bloch, ancien membre de l'École française d'Athènes, contemporain notamment de Maxime Collignon et Théophile Homolle, et ce sont trois personnages extrêmement importants qui ont énormément œuvré pour le développement des musées universitaires français. Donc, je crois qu'on leur doit effectivement la qualité et la diversité de nos collections.
Il va falloir, après ces premières périodes de réflexion, une quinzaine d'années pour faire réaliser véritablement le musée. Un musée qui va prendre place à Lyon dans un édifice qu'on appelle le Palais Hirsch, du nom de son architecte, et qui est inauguré en 1896. Le musée, il prendra place au dernier étage, j'en reparlerai tout à l'heure. L'impulsion des premiers achats est donnée par un autre ancien membre de l'École française d'Athènes, Maurice Solo, en 1893, qui commande les premiers achats. Vous avez ici un portrait de Maurice Solo et une facture qui figure dans nos archives de cette très très belle écriture cursive et qui est une commande au musée du Louvre. Là, c'est la facture de l'emballeur, mais qui recense une commande faite au musée du Louvre d'un certain nombre de moulages, au nombre desquels on trouve bien sûr la Vénus de Milo. Donc il fait ses premiers achats avant même la construction du musée. À partir de 1898, le musée est sous la responsabilité d'Henri Le Chat, puisque Maurice Solo est reparti à Athènes. Et Henri Le Chat va être véritablement l'homme de la situation, comme le dit Soline Morinière, celui qui va faire fructifier ces bases établies par Maurice Solo et Gustave Bloch, et qui va amener la collection jusqu'à son point d'aboutissement, puisqu'elle comprendra plus de 1100 tirages, si l'on compte uniquement les tirages en plâtre d'œuvres gréco-romaines. Donc j'exclus tout ce qui sera médiéval et moderne et dont je dirai un mot tout à l'heure. L'inauguration du musée se fait en 1899. Donc voici ici Henri Le Chat sur cette médaille conservée au musée d'Orsay, que je trouvais au cours de mes recherches et que je ne connaissais pas. Et Henri Le Chat est aussi celui qui va éditer 3 éditions du catalogue de cette collection de moulages, la dernière en 1923, peu de temps avant sa mort et sa retraite. Et c'est encore aujourd'hui le catalogue le plus complet et le plus à jour que l'on possède. Nous sommes en cours de récolement de l'ensemble de la collection, dont évidemment un grand nombre a été perdu, mais c'est toujours à ce catalogue Le Chat que l'on se réfère. Alors, dans cette inauguration, voici le plan de ce dernier étage du Palais Hirsch, consacré quasiment entièrement au musée des moulages. Il s'organise autour de cet espace qu'on appelle encore aujourd'hui la rotonde et qui constitue le cœur véritablement de ce musée archéologique. S'organisent ensuite 2 grandes salles réservées aux collections de dessins, de photographies, de gravures qui contribuent également à l'apprentissage de l'art grec et de l'archéologie. Et ensuite, vous avez des salles organisées d'un point de vue chronologique et dans lesquelles sont exposées l'entièreté de la collection. Alors, cette rotonde, vous en avez ici une photographie prise dans les années 30. Donc, vous voyez que c'était véritablement conçu comme le fleuron, même si c'est une salle qui rassemble des statues de périodes éventuellement légèrement différentes. Et au milieu trône évidemment cette Pallas Velletri, que l'on retrouve aujourd'hui aussi comme notre fleuron du musée, puisque nous l'avons aujourd'hui exposée. Elle a fait partie des premières statues que nous avons fait restaurer au moment de la réouverture du musée. Et nous avons gardé cette idée de rotonde, en tout cas d'arrondi, qui présente un certain nombre d'autres statues et qui encadrent, qui sont ici une citation, un clin d'œil au glorieux passé du musée. Alors, ce musée connaît son moment d'aboutissement en 1900 avec une médaille d'or attribuée lors de l'exposition universelle, une exposition universelle qui voit aussi évidemment le triomphe des recherches de l'École française d'Athènes, en particulier à Delphes. Mais là, je pense que Annick Fenet pourrait nous en parler bien davantage. Mais le musée lui-même obtient une médaille qui va le consacrer comme l'une des collections les plus importantes de France. Dans cette chronologie, il y a un dernier moment qui sera important dans l'alimentation de la collection. C'est en 1934 la donation Salomon-Reynac et Rose Morgoulief, donation faite à la faculté des lettres de l'Université de Lyon de la bibliothèque Reynac,
qui contient non seulement 20 000 ouvrages, mais aussi des pièces de mobilier, des objets archéologiques qui vont évidemment s'articuler au plus près avec le musée des moulages existants. Donc vous avez ici sur cette diapo l'entrée de l'ancienne bibliothèque Reynac, alors qui apparaît comme une forme de mausolée même, hein, puisque vous avez une petite estrade, une gerbe de fleurs toujours fraîches, une petite vitrine qui est toujours, hein, conservée à la Maison de l'Orient, qui contient des ouvrages précieux, les portraits de Rose Morgoulief et Salomon Reynac, la plaque de fonte moulée qui porte le titre de Bibliothèque Salomon Reynac, et puis 2 bustes placés sur des petites colonnettes en chêne. Alors, pour la petite histoire, ces petites colonnettes en chêne, on en a encore un certain nombre au musée. Elles avaient été achetées pour le musée précisément pour exposer des têtes et des bustes. Et on sait par l'existence encore d'un catalogue d'ateliers qu'on pouvait les acheter en même temps que des tirages en plâtre dans les ateliers mêmes. Alors, cette bibliothèque Salomon-Reynac, on parle ici de petit mausolée, mais il faut bien savoir qu'elle avait des contraintes de visite et en particulier, elle était fermée au public les jours de la mort de Salomon-Reynac et de Rose Morgoulief. Alors, en tout cas, ce qui est important ici, c'est qu'on a le rassemblement en un même lieu de la bibliothèque, des plâtres, des reproductions graphiques, des photographies. Et ce rassemblement est représentatif de la manière dont on conçoit la science et l'enseignement à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ainsi que de l'importance des moulages. C'est-à-dire que la gypsothèque, pour les archéologues et historiens de l'art, est l'équivalent de la bibliothèque pour les philologues, et c'est la confrontation de toutes ces sources qui produit la science. Cette photo nous permet aussi de voir que nous possédons, par le fonds Reynac, un certain nombre de pièces relativement exceptionnelles, comme cette dactyliothèque qui renferme des reproductions de gemmes antiques et modernes, hein, antiques, médiévales et modernes. Là, toute une étude est à mener pour savoir quelle est son origine, où elle a pu être achetée et connaître sa composition. Et puis, nous avons aussi exhumé, à la faveur du déménagement temporaire de la MOM pour travaux, nous avons pu exhumer d'une réserve de la bibliothèque, d'abord un coffre-fort dont la clé était tombée au fond d'un puits depuis des décennies. Et dans ce coffre-fort de la bibliothèque Reynac, il y avait encore 2 statuettes de type tanagréenne qui ont été publiées par Violaine Jammet dans le catalogue de notre exposition Eleutheria, Retour à la liberté, qui a eu lieu en 2021. Mais aussi formidable que soit la collection du MUMO, elle s'inscrit aussi dans l'histoire globale des gypsothèques universitaires, développée à la faveur de la réforme de l'enseignement supérieur mise en œuvre par la Troisième République dans le dernier quart du XIXe siècle. C'est donc à cette période que s'ouvre une époque cruciale pour nos disciplines, puisque c'est une période à partir de laquelle l'archéologie et l'histoire de l'art vont progressivement s'affranchir de l'histoire et de la littérature au sein des facultés des lettres et devenir ainsi des disciplines académiques autonomes, avec des professeurs qui y sont dédiés et avec des collections de moulages qui servent à l'édification des étudiants. Le développement de ces enseignements doit donc naturellement s'accompagner de la constitution de collections d'études consacrées aux arts visuels, sur le modèle des universités allemandes qu'a visité Maxime Collignon en 1882. On sait en particulier qu'il est allé dans les prestigieuses collections de Munich, Berlin, Halle, pour s'inspirer justement de cette manière de faire, les Allemands étant nos illustres prédécesseurs sur cette voie. Alors cela sous-entend aussi que les plâtres ne sont pas les seules copies didactiques, mais qu'ils font partie de ce que les Allemands appellent un Lehrapparat. Soline Morinière a utilisé le terme d'instrumentum pédagogique. En tout cas, c'est un appareil pédagogique, effectivement, où se côtoient et se complètent les plâtres, mais aussi les photographies, les plaques de projection, les dessins, les estampes, les objets originaux, à l'image de cette statuette de Tanagra. C'est dire aussi que c'est un investissement important pour les universités en termes de place, et on voit bien que certaines universités, par manque de place, ont dû faire des choix drastiques dans les œuvres qu'elles achetaient, en termes de place, mais aussi en termes de moyens financiers, ce qui explique le développement chronologiquement étalé de ces musées en France. Et ce qui
Ce qu'il y aurait aussi à étudier, c'est évidemment le rôle, Céline Morinière l'a fait en grande partie, le rôle des sociétés d'amis d'université, sociétés de faculté, et le rôle local, des élites locales dans l'alimentation de ces collections universitaires. Alors, dans cette chronologie, évidemment, le grand précédent, c'est l'université de Strasbourg, le musée de Strasbourg qui, au moment de son développement, à partir de 1872, est évidemment une université qui appartient au Reichsland allemand. Et la constitution de cette collection est accompagnée par la construction du palais universitaire, où elle se trouve encore. Et cette collection est constituée à partir de 1872 sous l'autorité d'Adolphe Michaelis. Alors, on aurait pu croire qu'à cette époque, français et allemand ne se parleraient pas. Bien au contraire, ce que montrent les correspondances, c'est qu'il existe de très nombreux échanges entre Adolphe Michaelis, qui constitue vraiment un point de référence essentiel, donc entre Adolphe Michaelis et Maxime Collignon, Maurice Solo, Henri Le Chat, etc., qui demandent conseil, où est-ce qu'il faut acheter les meilleurs moulages, comment il faut constituer telle ou telle collection, des échanges aussi éventuellement sur les bases qu'il faut utiliser, etc. Donc vous avez ici ce musée de Strasbourg, évidemment très prestigieux, et pour avoir revu cette collection récemment, elle l'est véritablement par la qualité de ses réalisations, hein, notamment réalisation des patines, et par les choix exceptionnels qui ont pu être faits. Vous en avez ici une autre vue, à l'époque bénie où les collections étaient exposées dans les espaces fréquentés par les étudiants au sein même du palais universitaire. Chronologiquement, autre musée important, le musée archéologique de la Faculté des Lettres de Bordeaux, qui est inauguré en 1886 par Maxime Collignon, encore lui. Et on va voir que par ces changements d'université dans la carrière, il va faire bénéficier de son expérience Bordeaux, puis Paris, bien évidemment. Donc ça, c'est aussi un cheminement qui est extrêmement important. On peut parler évidemment de la collection parisienne. Alors, la collection parisienne est d'abord surtout une collection de reliefs qui est à l'origine exposée dans l'amphithéâtre Gerson avant de se voir consacrée dans un lieu indépendant avec, vous le voyez, une peinture à l'antique, hein, sur les murs qui accompagne l'exposition de ces statues. À noter également qu'à Lyon, à l'origine, hein, le musée des moulages présentait les statues sur des murs de couleur rouge pompéien. Aujourd'hui, le musée est entièrement blanc, ce qui est un peu une erreur, mais on ne nous a pas demandé notre avis. En tout cas, à l'origine, c'était du rouge pompéien. Donc la référence était immédiatement identifiable. On peut évoquer bien sûr la connexion qui existait entre ce musée de la Sorbonne et les salles de cours. Bien sûr, vous avez ici encore une fois Maxime Collignon au milieu de ses élèves. Je pense que là, le port de la moustache était absolument obligatoire pour suivre ses cours, bien sûr. Et puis, vous voyez l'air tout à fait concentré, pas du tout posé des étudiants qui considèrent des livres, etc. Il faut bien sûr évoquer aussi le musée de Montpellier, qui est aujourd'hui encore notre fleuron, notre prédécesseur sur la voie de la restauration et de la reconstruction, puisqu'il a à peu près 10 ans d'avance par rapport au musée de Lyon dans son remaniement et dans son fonctionnement aujourd'hui extrêmement dynamique, sous la houlette de Rosa Plana. Ce musée de Montpellier est inauguré en 1890, d'abord dans le palais universitaire de Montpellier, puis à partir de 1960 dans un édifice qui sera spécialement conçu pour lui et qu'il abrite toujours aujourd'hui. Et puis, même si je n'ai pas ici de plus belle image, il faut bien sûr évoquer aussi le musée des moulages de Toulouse, qui ouvre une salle des antiques dès 1884, donc relativement tôt, entre 1884 et 1886, et qui est également un musée important parce qu'il sera le premier à acquérir des reproductions de sculptures médiévales et modernes. Donc c'est le premier à s'ouvrir à des collections en dehors de la chronologie antique. Dans ce contexte, finalement, le musée des moulages de Lyon clôt en 1899, date de son inauguration, une évolution caractéristique de la fin du XIXe siècle.
Et comme Toulouse, c'est aussi un musée qui élargira ses collections à d'autres lieux et à d'autres temps que l'Antiquité gréco-romaine, puisque nous possédons un certain nombre d'œuvres de l'Égypte et du Proche-Orient. Ceux qui connaissent la Maison de l'Orient savent qu'une partie d'entre elles sont d'ailleurs accrochées dans les couloirs de cette maison. Et puis, je vous montre ici une vue de notre galerie médiévale qui présente essentiellement, alors pour la galerie, exclusivement des sculptures de l'Occident médiéval, mais nous avons dans nos réserves aussi des éléments de sculpture ou de sculpture architecturale byzantine, et puis qui présente aussi un essai de mapping 3D restituant la polychromie, en particulier des statues de la cathédrale de Chartres. Et puis, autres éléments, nous possédons aussi une assez riche collection moderne qui nous est encore assez mal connue, mais dont on commence à décrypter la manière dont elle a été constituée, en particulier à une époque où les musées des moulages étaient déjà en déshérence. Donc, il a fallu un certain courage à ces professeurs pour procéder à des achats et qui permettent aujourd'hui de faire dialoguer la nudité antique avec les drapés et les perruques du XVIIe siècle. Alors, la période qui se clôt avec la Deuxième Guerre mondiale est véritablement cette période d'apogée que j'évoquais tout à l'heure du musée des moulages de Lyon. En effet, vieillissant et peu entretenu, il sera fermé au public dès 1960 à cause de la vétusté et de l'inadaptation des locaux. Il subira aussi, malgré cette fermeture, les aléas et les dégradations des événements de mai 68. Et je vous propose ici cette photographie. Alors, il n'existe plus en vrai, hein, donc c'est une statue représentant Cincinnatus rattachant sa sandale qui était présente au musée des moulages de Lyon et qui a été entièrement repeinte en footballeur au moment des événements de mai 68. Malheureusement, elle a été ensuite jetée. Vous voyez que le short ne recouvre pas tout d'ailleurs. Alors, s'ouvre alors à partir de ces années 60 une période longue de purgatoire pour les musées des moulages, pas uniquement celui de Lyon, où même si les conservateurs successifs travaillent encore à la collection sans toutefois l'enrichir, le musée est relégué d'abord dans un lieu sans aucun charme et complètement inadapté, avec un magnifique faux plafond en polystyrène dont je vous fais l'économie iconographique, puis dans diverses caves qui vont évidemment abîmer les œuvres. Et au fur et à mesure de ces déménagements, soit des œuvres sont jetées, soit parce qu'elles sont profondément dégradées, soit tout simplement parce qu'on veut s'en débarrasser, soit on le sait aussi parce qu'il y a encore un certain nombre de gens qui ont pu participer à ces déménagements, soit aussi tout simplement parce qu'on dit, pour éviter de les déménager, si vous voulez vous servir, allez-y. Donc il y a évidemment un certain nombre d'œuvres, en particulier les bustes, qui disparaissent à ce moment-là. Aujourd'hui, évidemment, le musée connaît un nouveau souffle. Il a connu déjà un premier sursaut en 1998 avec le déménagement dans ce que l'on appelle le site Rachet et qui est une ancienne usine de bonnetterie à Lyon sur le cours Gambetta. Vous voyez les sheds industriels qui avaient été entièrement conservés et où là, au moins, le lieu se prêtait par ses dimensions à l'exposition et au mouvement des œuvres selon les besoins des expositions. Malheureusement, à partir du moment où la collection a quitté l'enceinte de l'université et quitté les lieux de cours et la proximité avec les salles de cours, les liens ont été distendus avec ce qui faisait la richesse et la complexité d'une gypsothèque universitaire, c'est-à-dire un musée fait pour la recherche et un musée fait pour l'enseignement et la formation des étudiants. Donc aujourd'hui, cette réouverture a été consacrée, vous le voyez, en 2019 dans un lieu entièrement remanié. On est toujours dans le site Rachet, mais les sheds industriels ont été masqués par ce ciel de musée permettant une lumière uniforme. Et après 5 ans de fermeture et de divers travaux, nous sommes aujourd'hui dans un contexte très favorable. Même si le musée a perdu de l'espace d'exposition, on est passé on était à 1800 mètres carrés d'exposition au temps du Palais Hirsch. On est maintenant à 900 mètres carrés d'exposition. Mais c'est surtout les réserves qui ont perdu en place. Et ça, évidemment, ça nous pose des problèmes assez compliqués.
Donc nous sommes dans un contexte favorable, d'abord avec une équipe de spécialistes des musées et des œuvres, je l'ai dit déjà en introduction. Alors certes, placés à la tête d'un musée des moulages, des attachés de conservation et une régisseuse des œuvres, c'est très bien du point de vue des œuvres. Certains ont pu y voir une rupture scandaleuse avec la tradition, qui faisait que depuis le 19e siècle, c'était les professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art classique qui s'occupaient des musées de moulage. Mais je crois que cette rupture avec la tradition est salutaire et nécessaire parce que, de la part de l'Université de Lyon 2, en tout cas, ça a été la prise de conscience des changements profonds qui ont affecté ces dernières décennies, à la fois les métiers du patrimoine et les métiers de l'enseignement. Aujourd'hui, un enseignant-chercheur n'a plus les moyens en termes de temps de s'occuper aussi d'un musée des moulages en plus de ce qu'il fait. Et je pense que ce changement est tout à fait de gouvernance est tout à fait salutaire pour nous. Alors, par ailleurs, par cet espace extrêmement favorable, nous pouvons, depuis 2019, véritablement réintégrer la recherche, c'est-à-dire faire travailler des étudiants à partir du master sur des dossiers pour la plupart inédits ou sur des dossiers de réception de l'Antiquité. Mais c'est aussi un nouvel outil pédagogique qui est à nouveau utilisé. Utilisé pour des cours en licence, utilisé pour des travaux dirigés, utilisé aussi pour des dossiers en autonomie présentés par des étudiants. Et c'est évidemment un musée qui s'adresse en priorité aux étudiants d'histoire de l'art et d'archéologie, mais qui a été complètement approprié par des étudiants venant d'autres disciplines, venant des lettres classiques, venant de l'histoire, mais venant aussi de la communication, venant également de la licence pro guide conférencier, etc., etc. Donc nous sommes ici tout à fait ravis de cette réappropriation du lieu comme espace de pédagogie. Alors, ce nouvel outil pédagogique, on pourrait dire que l'on fait ici du neuf avec du vieux, mais je pense que ces musées sont redevenus indispensables aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire de l'art et de l'archéologie. En effet, on pourrait se dire qu'avec les PowerPoint et puis les milliers d'images disponibles aujourd'hui sur Internet, absolument plus rien ne nous échappe et nous pouvons proposer en 2 dimensions absolument tout ce qu'il nous faut pour les cours. En revanche, 13 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur m'ont montré que plus que jamais, les étudiants qui étaient nés avec un écran avaient besoin de retrouver le contact avec la réalité pour connaître la notion d'échelle, pour connaître l'encombrement d'une statue dans l'espace, sa prise de l'espace, son organisation, la manière dont elle s'articule aux autres, et puis pour pouvoir tourner autour et avoir un contact avec la matérialité des choses de l'archéologie et de l'histoire de l'art. Ça, je crois qu'il va falloir absolument réactiver ces musées de ce point de vue-là. Et puis, nous l'avons également transformé en musée pour tous les publics. Ici, vous avez quelques images, à la fois lors des grandes journées, grands événements type journée de l'archéologie, nuit des musées, etc., pour des spectacles, pour des restaurateurs, pour des enfants, pour des groupes seniors, également pour des déficients visuels, pour des handicapés de toutes sortes. Donc, nous travaillons là-dessus avec notre équipe à faire fructifier également cet aspect. Alors, on peut ainsi parler de renouveau du musée, mais qui n'est pas le simple dépoussiérage d'un fleuron de l'enseignement universitaire, mais qui se veut la réinscription de ce musée ancien dans le dynamisme tout contemporain de la recherche et de la pédagogie. C'est aussi un héritage et de ce point de vue, le musée, comme toutes les gypsothèques, est à l'articulation de plusieurs phénomènes propres au XIXe siècle, mais dont les échos et les développements sont encore présents aujourd'hui. Premier phénomène propre au XIXe siècle, c'est évidemment le développement de l'archéologie comme science, qui se dote à la fois et en même temps, c'est important, de structures d'enseignement et d'institutions pérennes, à l'instar de l'école d'Athènes, créée en 1846, comme le rappelait Véronique tout à l'heure. Donc, c'est un développement parallèle qui est extrêmement important dans nos affaires. Et ce développement parallèle est illustré à Lyon par le fait que jusqu'en 1992, c'est-à-dire pendant plus d'un siècle, tous les conservateurs du MUMO ont été anciens membres de l'école française d'Athènes, c'est-à-dire qu'ils ont été toujours au plus près des recherches en Grèce. Et ça a évidemment son importance. Ce réseau a créé également des liens amicaux et professionnels, donc plus ou moins formels, entre les conservateurs
qui ont créé dès l'origine un réseau plus ou moins informel qui a enrichi mutuellement les collections avec l'objectif d'offrir la formation la plus complète possible aux étudiants d'histoire de l'art et d'archéologie. Il reste de ce point de vue encore à étudier beaucoup de correspondances dormant dans les archives, par exemple entre Michaelis et Henri Le Chat ou entre Maxime Collignon, etc. Il y a des fonds d'archives, je pense, qui sont tout à fait exploitables encore de ce point de vue. Et il y a des biographies d'archéologues qui sont encore aussi à mener de ce point de vue-là. Un exemple totalement anecdotique, Alain Duplouy, qui s'occupe en particulier de la collection de Paris 1, me faisait part récemment qu'il y avait dans sa collection un tesson de céramique lyonnais, estampillé Musée de Lyon, qui s'était perdu dans les collections de Paris 1. Donc on imagine très bien qu'au cours d'un voyage, l'un avait apporté ce tesson à l'autre parce qu'il en avait besoin pour tel ou tel cours, etc. Et puis ensuite, ce malheureux tesson a été oublié. Autre point également important, c'est que la formation à l'étranger et l'expérience de terrain des anciens membres des écoles françaises vont constituer la différence fondamentale de ceux qui sont passés par les écoles françaises à l'étranger. Et là-dessus, Alexandre Farnoux, quand je suis entrée à l'école, m'avait dit tout de suite: ce séjour de 4 ans en Grèce changera pour toujours votre manière d'enseigner. Et il avait absolument raison. Je crois que c'était évidemment éminemment vrai aussi à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ces expériences de terrain sont d'ailleurs complètement encouragées par le ministère au XIXe siècle, c'est-à-dire que tout au long de la carrière, un professeur d'archéologie et d'histoire de l'art est prié de ne pas être sédentaire. Donc le ministère facilite les demandes de congés pour voyage d'études, on rêve bien sûr, facilite aussi les missions ponctuelles des chercheurs français qui peuvent être amenés à retourner à Rome, à Athènes pour telle ou telle étude. Donc, ces professeurs d'archéologie doivent se maintenir au plus près des recherches en cours. Il en va de la modernité, je dirais, de leur enseignement et de son dynamisme. Et du coup, lorsqu'ils intègrent souvent directement l'enseignement supérieur, ces professeurs vont enraciner le lien entre terrain et enseignement grâce au musée. Ainsi, Maxime Collignon à Bordeaux puis à Paris, Gustave Bloch à Lyon, Gustave Fougère à Lille, Albert Lebègue à Toulouse, Théophile Homolle à Nancy et bien évidemment leurs successeurs. Autre phénomène propre au XIXe siècle, c'est la diffusion des documents de l'Antiquité, gravures, dessins, récits, qui s'accompagnent désormais aussi de la photographie, qui documente non seulement les œuvres d'art, mais aussi les opérations de terrain, le contexte géographique de production des œuvres, et permet en quelque sorte de faire à distance l'expérience de terrain ou au moins de la préparer. Donc ici, sur cette diapo, vous avez 2 appareils, dont ce magnifique Sciopticon, une chambre noire, en fait, lanterne magique, si vous voulez, qui servait au cours. C'est le modèle qu'on appelle le modèle conférence, qui pouvait tourner pendant plusieurs heures, qui était à la fois alimenté à la bougie, mais qui a été électrifié, comme vous le voyez sur cette photo. Et un objet plus récent, avec son optique tout à fait impressionnante, de projecteur dans cette des diapositives. Puis vous avez ici 2 plaques de projection représentant l'une le théâtre de Delphes et puis l'autre l'acropole d'Athènes. Alors, au musée des Moulages, nous avons 2 grands ensembles de documents photographiques, tout un ensemble de milliers de photographies argentiques contrecollées sur carton, qui concernent à la fois des collections d'antiquités, mais aussi médiévales et modernes. Là, cette étude n'a pas du tout encore été menée et l'inventaire est au tout début pour le fonds photographique. Mais nous avons aussi plusieurs milliers de plaques de projection et pour ce qui concerne l'Antiquité gréco-romaine, environ 1500 plaques de projection qui nous restent et qui sont en cours d'étude actuellement par une étudiante de master, Élise Fagot, qui mène à la fois un master en mondes anciens et en humanités numériques. Alors, la majorité de ces plaques de projection sont des reproductions de planches d'ouvrage, ce qui permet de documenter aussi l'état de la bibliographie idéale à un moment donné. Mais ce sont aussi des photos de photographes professionnels, dont beaucoup ne sont pas identifiés. Et ça, c'est une étude à mener, notamment parce que nous possédons pas mal de photographies d'Athènes antérieures aux années 1870. Donc ça, c'est intéressant. Et parmi ces photographes professionnels, nous avons aussi la chance de posséder
non seulement des tirages originaux signés de Fred Boissonnas, qui sont une de nos pépites, mais aussi des reproductions de ces photographies, en particulier ici, cette photographie de l'acropole d'Athènes. Et puis, nous possédons également des photographies d'archéologues, parfois identifiées, parfois non. C'est le cas de celle-ci, où vous avez ici une photo de Marmaria pendant les fouilles, où sont présents probablement des archéologues, et vous voyez le montage tout à fait hasardeux de ces étais pour maintenir la colonne du temple. Ça, ce sont très probablement des photos d'archéologues qui montrent qu'on montrait aux étudiants les études en train d'être faites, hein, et qu'on ne montrait pas uniquement des objets finis, des objets de musée, des objets parfaitement restaurés. On a des photos d'échafaudage, par exemple, sur l'acropole, avec que l'échafaudage. Et puis, nous avons... pardon, je voudrais revenir en arrière. Ces photos d'archéologues, on sera amené aussi à en reparler parce que nous avons des photos de Joseph Chamonard, dont je reparlerai pour Delphes et pour Délos. En tout cas, ce qui apparaît, hein, lorsqu'on voit ces photographies, c'est que ces fonds photographiques avaient plusieurs objectifs. Du point de vue de la pédagogie, c'était d'abord de montrer la réalité du métier. Il y a des photographies aussi de la fouille de Delphes en cours, des photographies du village qui occupait le site de Delphes auparavant. On montre également la réalité de la Grèce telle qu'elle est à la fin du 19e ou à la fin du 20e siècle. On montre également des vues générales de sites qui ont pour but de donner aux étudiants la connaissance du contexte géographique et environnemental de la Grèce dans son ensemble. Et puis, je dirais en particulier pour les photos d'auteurs, hein, à l'instar de cette photo de Boissonnas que je vous montrais tout à l'heure, on essaye de donner aux étudiants leur première expérience esthétique de la Grèce, qui vise probablement à provoquer un attachement, une réaction affective et esthétique pour les antiquités. Enfin, le dernier phénomène propre au XIXe siècle et dont nous sommes encore redevables aujourd'hui, c'est évidemment la diffusion de la pratique du moulage, qui connaît un essor nouveau avec le développement de l'exploration archéologique, puisque jusque-là, les moulages étaient plutôt réservés aux écoles des beaux-arts. Donc ces moulages vont sortir du domaine des beaux-arts, ils deviennent le mode de conservation du vestige dans sa tridimensionnalité, ils deviennent aussi un mode de diffusion évidemment très important de l'objet et du savoir scientifique qui l'accompagne. Et de ce point de vue-là, l'école française d'Athènes a évidemment joué un rôle majeur, un rôle précurseur, et plus particulièrement Théophile Homolle, dans la prise de conscience de la nécessité de diffuser rapidement les résultats de la recherche. J'en reparlerai à propos de Delphes. Alors, ce mode de diffusion des vestiges dans leur matérialité est d'autant plus important, je le rappelle, que les Grecs ont édité une loi d'interdiction d'exportation des antiquités dès 1827 et que cette loi a été complétée par la loi du 24 juillet 1897 qui déclare propriété de l'État grec les fouilles et les objets qu'elles mettent au jour. Il n'est donc absolument plus possible de sortir le moindre objet de Grèce à partir de cette date. Et de ce fait, hein, entre 1898 et 1901, un certain nombre de tirages en plâtre sont produits à l'école même, dans ces lieux où nous sommes, à partir notamment des fouilles de Delphes et de Délos. Adolphe Michaelis, dans l'Archaeologischer Anzeiger, signale qu'on peut les acheter à l'école française en s'adressant directement à Théophile Homolle. Et on sait par des documents d'archives et un certain nombre de publications qu'une quinzaine d'universités et de musées allemands, anglais et américains recourent à ce service dans ce court laps de temps. Alors, vous avez ici une photographie qui a été découverte dans les archives de l'école par Soline Morinière et qu'elle interprète, je pense, à juste titre, comme évidemment l'atelier de moulage sur le chantier de Delphes vers 1895,
Alors, ce qui est intéressant et ce qui nous a fait, un moment, réagir, quand j'avais montré cette photo à Jean-Charles Moretti, c'est que ça ressemblait beaucoup à la salle où nous sommes, hein. Donc, quand je suis arrivée ici, je me suis précipitée pour regarder, mais oui, mais non, ça n'est pas tout à fait la même chose. On retrouve évidemment cette charpente à ferme apparente, mais, les fenêtres ne sont pas sur le même côté et elles sont ici, à une grande hauteur, à moins qu'on ait masqué des fenêtres qui ont existé un jour. Mais comme vous le voyez, vous avez ici toute une équipe à l'ouvrage avec uniquement des œuvres de Delphes qui sont ici stockées pour qu'on en tire des creux, hein, des moules, avec ici la frise du trésor de Siphnos, l'Aurige de Delphes ou la colonne des danseuses. Alors les personnages ne sont malheureusement pas identifiés, mais on sait que ont collaboré à toute cette entreprise à Delphes l'équipe de Giovanni Buda et également Panayotis Kaloudis, qui est le technicien du service archéologique, qui collabore à la fois aux fouilles, aux restaurations et au moulage des œuvres sorties de Delphes. Il deviendra d'ailleurs le chef mouleur de l'atelier du Musée national d'Athènes par la suite. Et là encore, nous avons un réseau qui se crée et un lien qui se crée entre l'école et les musées athéniens. Alors en tout cas, les tirages en plâtre ou les moules seront ensuite envoyés au Louvre, dont l'atelier se chargera des reproductions à envoyer à travers l'Europe et au-delà. Et Soline Morinière, encore une fois, a montré les liens que Théophile Homolle avait avec les directeurs des musées nationaux qui attestent de ces envois, notamment en vue de l'exposition universelle de 1900. Vous avez ici une restitution de la façade du trésor de Siphnos et puis une cariatide devant laquelle posent fièrement les membres de l'EFA vers 1905. En tout cas, ce qui est important ici, c'est qu'on voit se constituer en cette fin de 19e siècle une chaîne et un réseau que l'on réactive d'ailleurs aujourd'hui, hein, tout simplement, qui vont permettre aux universités de disposer des nouveautés dans un délai très court pour l'époque, ce qui fait des formations universitaires un gage de qualité de l'enseignement et la possibilité d'études nouvelles pour les enseignants. Et on sait en particulier que Henri Lechat travaillait beaucoup à partir de moulages sur la statuaire archaïque et classique. Alors de ce point de vue, la diffusion des résultats des fouilles de Delphes est sans doute l'exemple le plus représentatif des liens entre recherche de terrain et valorisation, des liens aussi entre l'école française et les universités. Alors la grande fouille de Delphes, qui a lieu, tout le monde le sait, entre 1892 et 1902, illustre comment le croisement des sources constitue le cœur de la recherche et de l'enseignement. Il s'agit de la première grande entreprise française archéologique en Grèce, avec des moyens humains, financiers et techniques considérables, comme vous le montrent évidemment ces photographies. Les enjeux de cette fouille étaient évidemment non moins considérables. Cette grande fouille s'accompagne de l'entreprise systématique de photographie, alors à la fois pour documenter les trouvailles des œuvres les plus exceptionnelles de la fouille, ici la découverte de l'Aurige de Delphes, ici la découverte de Cléobis, à moins que ce ne soit Biton, mais ici vous avez également le torse d'Agias, mais vous avez aussi la présence des ouvriers et la photographie documente l'état d'avancée des fouilles au fur et à mesure. Donc on voit que, par exemple, le village n'est pas détruit d'un seul tenant, mais les destructions avancent au fur et à mesure que le chantier lui-même progresse. Et puis, c'est aussi une manière de pouvoir documenter l'ensemble du contexte et de garder une trace de ce travail qui est majeur, évidemment, pour l'époque. C'est également une manière d'illustrer qu'il s'agit du travail d'une équipe pluridisciplinaire. Et en archéologie, aujourd'hui, nous savons très bien qu'il n'y a plus d'autres manières de travailler que de travailler avec d'autres disciplines. Je vous montre ici cette photo bien connue, avec au cœur des objectifs de relever la documentation, d'interpréter et de restituer les vestiges, mais aussi de transmettre les résultats. Et de ce point de vue, les musées de moulage sont donc les points d'aboutissement de cette démarche systématisée par Théophile Homolle, ici au centre de la photographie. De fait, une grande partie des collections de tirages est consacrée aux découvertes récentes, faites en général depuis moins de 30 ans en Grèce,
de sorte que l'on met à disposition très rapidement sur le marché de la copie les œuvres qui ont été découvertes par les Français, mais pas seulement. L'EFA joue donc un rôle d'autant plus important dans la diffusion qu'elle bénéficie des relais de ses anciens membres dans les universités et que se crée aussi un réseau avec les trouvailles d'autres équipes étrangères en Grèce. On sait par exemple que dès 1894, Maurice Solo fait acheter pour le musée de Lyon un certain nombre de trouvailles faites à Olympie, dont ces éléments de fronton que nous venons tout juste de faire restaurer et de replacer dans le musée. Cette restauration a été menée par Emmanuel Desroches. Ça vient de finir et je vous invite à aller voir le petit film, les petites bulles vidéo qui est disponible sur le site du musée ou directement sur YouTube. Delphes constitue également une part très importante de la collection, avec évidemment les œuvres les plus célèbres, au centre duquel on trouve la Sphinge des Naxiens, que nous sommes le seul musée universitaire à posséder. Il y a évidemment celui du Louvre. Mais alors, nous avons longtemps pensé, je pense longtemps espéré, que notre exemplaire était celui qui avait été exposé à l'exposition universelle. Malheureusement, l'étude, ou heureusement, peu importe, nous l'avons, c'est l'essentiel, l'étude qui a été faite sur le réseau de couture laissé par les moules a permis à Sarah Bétide de conclure qu'il s'agissait d'un surmoulage fait à partir de l'exemplaire en plâtre conservé à la Gypsothèque du Louvre. Donc, cette sphinge des Naxiens, la colonne des danseuses. On trouve également, bien sûr, l'Aurige de Delphes. Et puis, on trouve, plus inattendu, cette tête de serpent qui est le seul élément conservé du trépied de Platée qui était exposé à Delphes, trophée célébrant la bataille de 479 avant Jésus-Christ. Et cette tête de serpent a été exhumée lors de travaux à Sainte-Sophie, à Istanbul, en 1847. Elle est achetée dès la fin du XIXe siècle par Henri le Chat. Et on voit bien que là, on cherche à alimenter une collection, pas uniquement en montrant des œuvres majeures, mais aussi en montrant ce qui reste et qui permet d'une œuvre majeure et qui permet de créer, d'élaborer un raisonnement archéologique et historique en le confrontant avec les sources, en allant à la bibliothèque, en la conservant avec des inscriptions, en la conservant avec des images de cette réception de l'Antiquité, etc. Et puis, on trouve aussi pour Delphes la présence d'ensembles relativement conséquents qui permettent de restituer le décor de tout un bâtiment. C'est le cas pour le trésor de Siphonos, dont on possède ici l'intégralité de la frise, qu'on a ici exposée, dont on possède aussi le fronton et des cariatides. Donc, avec tous ces éléments, on pouvait effectivement refaire le raisonnement qui permettait de faire la restitution ou de critiquer la restitution pour les enseignants comme pour les étudiants. L'objectif de ces collections est donc d'être au plus près des découvertes pour l'enseignement comme pour la recherche et de faire bénéficier les étudiants de tous les supports pour contextualiser les trouvailles, croiser les sources et élaborer des raisonnements archéologiques. Il ne faut pas oublier là-dedans que l'on possède aussi des estampages, des photos, etc., qui participent de cette élaboration. Et je vous montre ici deux photos de deux plaques de projection qui ont été faites par Joseph Chamonard. C'est marqué sur la légende, c'est pour ça qu'on le sait. Et puis Chamonard était tout à fait friand de panoramas, donc on en a un certain nombre, et qui montre bien le point de vue qui est ici adopté et ce qu'on montrait aux étudiants. Alors, la première photographie est un panorama présentant le grand mur polygonal, le portique des Athéniens et le trésor des Athéniens. C'est une photographie qui n'est pas datée, mais qui est nécessairement faite après l'anastylose du trésor des Athéniens qui a lieu entre 1903 et 1906. Et j'émets l'hypothèse que ce sont des photos prises par Chamonard, peut-être durant son séjour comme secrétaire général de l'École française d'Athènes entre 1908 et 1912. Par ailleurs, il prend également des panoramas de paysages qui, là encore, servent à montrer aux étudiants dans quel contexte environnemental, dans quel contexte géographique ils vont devoir travailler, ce qui à Delphes, évidemment, n'est pas anecdotique, mais est extrêmement important, surtout à l'époque.
Donc, il faut constituer ce fameux appareil pédagogique, cet instrumentum pédagogique qui sert à former l'œil des étudiants et à les préparer à leur futur métier. Le couronnement de cette entreprise est également pour le musée des Moulages en 1900 à l'exposition universelle, où ce musée reçoit une récompense pour la qualité exceptionnelle de sa collection, qu'Henri Lechat n'aura de cesse d'enrichir. Elle est aussi l'occasion d'exposer les résultats spectaculaires des fouilles françaises à partir desquelles vont se diffuser les moulages. Le cas de Délos est un peu différent. Les œuvres découvertes à Délos sont, par le fait, beaucoup moins diffusées dans leur variété, sans doute parce qu'à l'époque, l'EFA n'a plus la main sur la réalisation des moulages sur le chantier même. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir documenter par des archives. Le dossier n'est pas encore mené sur ce point. Néanmoins, avec 6 tirages provenant de Délos, l'Université de Lyon est en France la mieux dotée en tirages déliens. Donc pour le moment, l'ensemble du dossier n'a pas encore été traité, mais plusieurs remarques sont déjà intéressantes. D'abord, 3 pièces présentes au musée des Moulages sont des dons faits soit par Théophile Homolle, soit par Maurice Solo. Maurice Solo qui gardera toujours un lien très fort avec son université d'origine et qui va continuer à l'alimenter par des dons, également des dons de photographie. Alors, nous avons notamment la statue du diadumène, qui est un don de Théophile Homolle en 1902, qui est faite à la demande d'Henri Lechat, qui voit le diadumène à Athènes lors d'un séjour d'études et qui demande à Théophile Homolle de lui fournir un tirage en plâtre. Il est prêt évidemment à le financer, mais Théophile Homolle va le donner à Lyon, qui sera donc la première université à posséder ce tirage du diadumène. Vous avez ici la lettre d'Henri Lechat au doyen Léon Cléda, qui à Lyon va jouer un rôle très très important dans le réseau athénien, qui lui demande d'écrire une lettre officielle de remerciement à Théophile Homolle. Et on a retrouvé cette lettre à Théophile Homolle dans les archives de l'école. Je l'ai vue il y a quelques jours et vous en avez donc la photographie. Autre don fait cette fois par Maurice Solo, une tête de Gaulois de Délos et un buste d'Aphrodite provenant du groupe de l'Aphrodite Eros et Pan trouvé à l'établissement des Poséidonias de Bérytos. Ce don de 2 pièces a été fait en 1906 et vous les avez ici dans leur réserve. Elles n'ont pas été encore sorties. Vous voyez d'ailleurs que cette tête de Gaulois a été colorisée, l'iris de l'œil a été colorisé à une date inconnue, mais ce n'est absolument pas une tentative de restitution. Alors, si le diadumène, au moins, a été produit à l'EFA, ça on le sait, les premiers tirages du diadumène ont été produits ici même. Ils ont ensuite été produits au Louvre, et celui que l'on a à Lyon a été produit à l'EFA. Les autres ont aussi peut-être été produits au Musée national d'Athènes, désormais doté d'un atelier à la tête de laquelle on trouve le fameux Panayotis Kaloudis dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est en effet le cas de cette tête de Gaulois qui est aussi représentative des controverses de l'époque et de l'utilisation scientifique des moulages. Simplement pour vous rappeler cette chronologie un peu complexe, une statue de Gaulois est trouvée en plusieurs morceaux dans l'Agora des Italiens par Salomon Reynac en 1882. Il n'y a pas la tête à ce moment-là. Le bras gauche sera ensuite trouvé par Gabriel Leroux en 1906 et apparaît dans la collection de Mykonos une tête, celle que vous avez sous les yeux, qu'on appelle longtemps la tête de Mykonos, qui apparaît dans les années 1890, on ne sait pas bien comment. Et à partir de ces différents fragments vont être faits, à l'aide de moulages, des essais de restitution de l'ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, la tête on a émis l'hypothèse dès la fin du XIXe siècle que cette tête provenait des fragments trouvés dans l'Agora des Italiens. Cette hypothèse a ensuite été rejetée grâce à un premier rapprochement des différents fragments à l'aide de moulages, rejeté par Salomon Reynac et puis par l'ensemble de ceux qui croyaient à cette hypothèse. Et finalement, elle a été réacceptée grâce à un nouvel essai à l'aide de moulages en 1973,
avec ce même procédé et qui a conduit à la restitution de cette statue de Galate blessé appartenant à l'Agora des Italiens. Fabriquée également par le Musée national d'Athènes, on trouve la Nike d'Archermos, que vous avez ici à droite dans nos réserves, qui figure effectivement dans le premier catalogue du Musée national d'Athènes, en vue de vendre des moulages, hein, un catalogue qui est édité en 1893 et qui est accompagné d'ailleurs d'une vote d'une loi par le Parlement grec sur l'exécution et la vente de moulages. Il figure aussi la Corée Nicandré, qui est présente dans les collections de Bordeaux et à Strasbourg, mais que nous n'avons pas encore à Lyon, mais que nous devrions avoir sous peu, puisque nous allons faire le premier essai d'acquisition par le biais de l'imprimante 3D d'une nouvelle statue pour le musée des moulages. Et puis, nous avons évidemment dans nos collections le buste de Linopos qui a été fabriqué par les ateliers du Louvre. Le diadumène est cependant le plus représentatif de la volonté de faire du musée un outil de recherche et de formation, d'autant que les dimensions du musée à la fin du XIXe siècle permettent à Henri le Chat d'acquérir, et c'est le seul, 8 tirages de copies du diadumène de Polyclète. C'est la seule université à posséder autant de variantes, autant de copies du diadumène. Vous en avez ici la liste dans son catalogue, dans la 3e édition de son catalogue, avec notamment 2 statues en pied, 2 statues entières, celui de Délos et celui de Vaison-la-Romaine. Donc 2 statues complètes, ensuite un torse et 5 têtes, qui permettaient évidemment de faire des comparaisons, ce qui était l'objectif. Vous avez ici dans nos collections notre diadumène de Délos qui est pour l'instant pas en très grande forme, mais qui est en cours de restauration pour une exposition que j'évoquerai simplement en conclusion. Et puis une de ces têtes de diadumène qui permettait sur le motif de faire des analyses. Cela permet en tout cas de mettre en œuvre, ce nombre de diadumènes permet de mettre en œuvre les méthodes de la copie and critique allemande qui vise à comparer différentes copies romaines pour en dégager les caractéristiques probables de l'original et les variantes dues aux copistes. Donc à Lyon, c'est ce que dit en particulier Soline Morinière, on a une collection qui est la plus proche de celle des universités allemandes qui mettaient en œuvre toutes ces méthodes de la critique des copies. Donc c'est véritablement à Le Chat et à ses liens, non seulement avec Athènes, mais aussi avec les autres professeurs en charge de musée, que l'on doit le fonctionnement du MUMO comme un véritable laboratoire et un champ d'études, comme il l'écrit lui-même au doyen de la faculté des lettres en 1910. Là encore, les photographies sont aussi utilisées pour alimenter cette connaissance de Délos. Ici, je vous montre quelques photographies qui font partie du petit fonds Chamonard que nous avons de photos de Délos. Elles sont assez intéressantes, notamment celle-ci qui représente le magasin du quartier du Lac, dont il ne reste plus que des tessons et des murs affleurants, donc très intéressant pour les questions de stockage, par exemple. On y retrouve évidemment l'usage des panoramas, et pour l'instant, je n'ai pas encore pu vérifier si ces photos étaient aussi déposées aux archives de l'école. C'est un dossier qu'il faudra traiter. En tout cas, en conclusion, je peux dire que c'est là un héritage évidemment très précieux qui, je pense, est sorti du purgatoire, mais dont il faut encore sécuriser les collections. Je pense que plus il y aura de groupements de recherche de ce type sur ces fonds, plus on montrera aux universités qu'avec ces collections, on fait de l'enseignement et de la recherche, plus elles seront en elles-mêmes sécurisées dans le paysage universitaire actuel. Et en tout cas, c'est un héritage précieux qui nous oblige d'une certaine façon, parce que nous en sommes les héritiers. Et cet héritage nous invite aussi à réactiver les 3 objectifs autrefois fixés à ces musées. Un objectif pédagogique de formation de l'œil et de formation au raisonnement archéologique, un objectif patrimonial d'ouverture à tous les publics et d'objectif scientifique, tourné aujourd'hui davantage vers l'histoire de l'enseignement des disciplines historiques. Et c'est aussi dans cette optique que nous préparons pour septembre prochain une exposition qui aura comme sujet le 150aire des fouilles de Délos, donc embarquement pour Délos, et qui se déroulera au musée.
du 30 septembre 2023 au 30 mars 2024. Donc, je vous invite évidemment à venir, à nous contacter quand on sera en place, quand on sera ouvert. Et vous avez ici, en avant-première, le visuel de cette exposition qui, pour l'instant, n'a été montré à personne d'autre qu'à l'équipe. Je vous remercie de votre attention.